Bonsoir à tous. Je me présente, Sophie Valerio, je suis déléguée médicale pour les médicaments du docteur Reykjavik pour la Suisse romande. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui sera animée par le docteur Jean-Yves Henry. Alors, Jean-Yves Henry, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est médecin, homéopathe, naturopathe, spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Alors, il dispose de plus de 40 ans d'expérience en médecine complémentaire. Il enseigne depuis de nombreuses années dans ce même domaine. Alors, ce soir, durant ce webinaire, on vous propose d'aborder ce grand et vaste thème des problèmes de peau. Et le docteur Jean-Yves Henry va nous donner des informations sur la physiologie, les pathologies. Il nous donnera également des idées plutôt sur la façon de guérir ou de soulager au moyen des médecines complémentaires. Alors, si vous avez des questions qui surviennent durant la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil questions-réponses qui se trouve en bas. Et puis, on va y répondre par écrit durant la conférence ou alors le docteur Jean-Yves Henry le fera à la fin de sa conférence. Alors voilà, maintenant il est grand temps. J'ai le plaisir de laisser la place au docteur Jean-Yves Henry et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonsoir, bonsoir. En cette période d'automne où les frimas apparaissent, eh bien, je suis content de vous retrouver toutes et tous autour de ce thème qui est un thème qui apparaît extrêmement souvent en consultation, qui est donc le thème de la peau et des fanères. Alors, on va d'abord faire un petit tour sur le rôle de la peau, parce que la peau, bien sûr, c'est avant tout une zone de protection, une enveloppe du corps, mais c'est également ce qu'on appelle un émonctoire accessoire. Donc, je vous rappelle qu'au sein du corps, l'élimination des déchets se fait selon 5 voies préférentielles. Le rein pour les déchets solubles, le foie pour les déchets gras, les lipides insolubles, le poumon pour les déchets gazeux et le côlon pour les déchets fibreux. Donc, la peau constitue ce qu'on appelle un émonctoire accessoire qui, en principe, ne se manifeste normalement qu'en situation pathologique. Alors, la méthode du drainage, vulgarisée par le docteur Vanier dans les années 1930, vise à accélérer les processus d'élimination des toxines par la prescription d'une basse dilution végétale, plante qui nourrit la structure, pour relancer une fonction d'épuration défaillante. Voilà, donc la plante va alimenter l'aspect structurel et puis, ce faisant, il y a toujours un équilibre structure-fonction et donc il y a une relance des fonctions désirées. Alors évidemment, on va choisir une plante qui correspond aux fonctions qu'on veut relancer. Cette pratique s'appuie sur le fait qu'un doublement du yin se manifeste dans le yang et réciproquement. Ça, c'est le Sowen, chapitre 5, qui a quand même quelque chose comme 2500 ans. Mais il est des cas où il faut formellement la contre-indiquer. Alors ça, c'est très, très important parce que c'est pratiquement jamais enseigné, même en école de naturopathie. Ce sont les contre-indications au drainage. Alors, ces contre-indications sont importantes et c'est la cause d'énormément d'accidents, je dirais, thérapeutiques. Alors, la première contre-indication, c'est quand il y a un excès de structure. Qu'est-ce que c'est qu'un excès de structure? Eh bien, c'est une obésité, le plus souvent générale, mais elle peut être aussi localisée. Et donc, on observe à chaque fois qu'on choisit une plante pour drainer chez patients obèses, eh bien, on va avoir un effet d'aggravation de cette obésité, d'engorgement et d'infiltration des tissus qui est encore plus fort parce que la plupart des plantes sont riches en phytohormones. Et donc, les patients ne seront pas très contents de prendre des kilos, quelques kilos en 1 ou 2 mois avec la petite plante que vous avez prescrite pour la, entre guillemets, drainer. Voilà. Donc, il faut commencer par disperser le yin en excès. Donc, autrement dit, mettre en place un régime alimentaire normoglucidique, c'est-à-dire évitant le yo-yo
glucidique et se rappeler que dans la plénitude de yin, il y a un refroidissement interne et vous verrez, ces patients et ces patientes obèses ont généralement beaucoup de symptômes de frilosité. Donc, si vous mettez une petite plante, si vous mettez un drainage en place, ça va les aggraver. Ils n'iront pas mieux, au contraire, ils vont prendre du poids beaucoup plus facilement. Alors, deuxième contre-indication à rappeler, c'est les situations d'hyperfonction pathologique, c'est-à-dire les symptômes allergiques ou inflammatoires. Donc, attention, quand vous mettez une petite plante dans cette situation, il y a déjà trop de fonctions, il y a une hyperfonction pathologique. Donc, le fait de la drainer, vous allez la faire littéralement exploser. Donc, il faudra commencer à ce moment-là par calmer l'hyperfonction pathologique avant d'espérer drainer le métabolisme du patient. Voilà. Donc, on aura ainsi des symptômes de douleur, de brûlure, d'inflammation qui sont extrêmement gênants. Et là aussi, j'ai des exemples de patients et de patientes qui, après avoir pris une quinzaine de gouttes d'une petite plante qui paraissait bien choisie, ont passé leur nuit à repeindre les toilettes, par exemple. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà. Alors, une plénitude est une surabondance de qi malfaisant, disent les Chinois. Donc, il faut commencer toujours par éliminer l'énergie perturbée. Dans le cas d'un surpoids, on va proposer un régime alimentaire adapté. On va éviter absolument toutes les plantes drainantes proposées par votre pharmacien qui auront exactement l'effet inverse. Je ne sais pas si vous avez été en pharmacie, il y a des rayons entiers de plantes pour maigrir. S'il y en avait une seule qui marchait, il n'y aurait pas des rayons entiers. Donc, le régime est essentiel. Les plantes, on en parle après. La deuxième grande difficulté réside dans le diagnostic exact des situations de plénitude, insuffisance et vide. Et il faut se rappeler que la nature d'un trouble est à l'opposé de sa manifestation. Très souvent, on a ce qu'on appelle des plénitudes apparentes qui en fait masquent des insuffisances ou des vides. Donc là aussi, il va falloir bien prendre en compte les différents symptômes du patient, la physiologie sous-jacente avant de se lancer dans une thérapeutique quelle qu'elle soit. Et les Chinois rajoutent que le malade qui présente une plénitude de yang, c'est-à-dire une hyperfonction pathologique, est plus facile à guérir que celui qui présente une plénitude de yin. Et oui, en effet, c'est beaucoup plus facile d'agir sur la fonction que d'agir sur la structure. Donc, quand on a une pathologie dysfonctionnelle, on arrive assez facilement à régler les choses. Quand c'est une pathologie de structure, ben, il faut une stratégie de beaucoup plus long terme. Alors, le programme détox proposé par Reykjavik est intéressant parce que ce sont des médicaments qui sont en basse dilution, donc on ne nourrit pas trop la fonction et on ne prend pas trop de risques de relancer une obésité ou une facilité à prendre du poids qui peut être extrêmement gênante. Voilà. Donc, ces médicaments sont suffisamment dilués pour ne pas faire grossir, mais néanmoins bien relancer les fonctions. Alors voilà la stratégie que propose Reykjavik, toujours parallèlement à un régime alimentaire adapté. D'abord, le drainage du foie avec le R7 et pas galène. Alors ça, c'est mon petit chouchou. C'est vraiment un ensemble de remèdes qui est très intéressant parce que le foie, c'est quand même le cœur du métabolisme, c'est 60% de la biosynthèse et c'est 60% de la détoxication. Donc, fondamental, on commence par le foie. En deuxième phase, deuxième semaine, on attaque la constipation qui est souvent présente dans les phénomènes d'engorgement avec le R37 colin-teston. Alors, il est très intéressant parce qu'il va surtout agir, bien sûr, sur le déficit de motricité digestive, mais également sur la sécheresse au niveau digestif. Et on a des patientes qui, une fois qu'elles ont découvert ça, elles sont un petit peu addictes. Alors, ça n'empêche que, bien sûr, il va falloir se poser la question sur
la qualité et la quantité des aliments chez ces patientes constipées. Troisième semaine, PurSA-M1, alors là, grand traitement R60, grand traitement de drainage cutané du sang, avec, alors, je ne me rappelle plus exactement des formules, mais on va les voir tout à l'heure. Et puis, on termine par le drainage des reins, les plantes du rein, cystophiline, surtout s'il y a des antécédents de cystalgie ou de lithiase. Très souvent, on trouve plus souvent des lithiases chez les messieurs et des cystites chez les dames, mais dans les deux cas, le remède est intéressant parce qu'il va tonifier les fonctions d'épuration rénale. Alors, la posologie est assez simple, 45 gouttes à diluer dans 1 litre d'eau, à boire chaque jour, ou 5 à 10 gouttes 3 fois par jour pendant une semaine. Donc, ça fait un mois de traitement. Traitement de drainage, la cure détox physiologique avec les produits de Regbec, justement suffisamment dilués pour éviter des phénomènes d'engorgement. Et bien sûr, si vous avez une pathologie en cours, on fera d'abord un traitement de la pathologie en cours et la cure détox après. Il faut éviter les hyperfonctions pathologiques évoluées. Alors, ce programme mérite à notre avis d'être personnalisé. Donc, s'assurer que nous ne sommes pas en face d'une des deux contre-indications vues plus haut. Donc, toujours revoir l'équilibre alimentaire, excès de sucre, de sel, mauvaise graisse, et proposer d'arrêter les dentifrices au fluor en particulier. Vous savez que le fluor est un halogène comme l'iode, il n'y a qu'à regarder la table de Mendeleïev, prend sa place dans la thyroïde. Donc, on va voir apparaître de la fatigue, un engorgement métabolique, et puis même, c'est un neurotoxique, le fluor, donc des difficultés de mémoire, etc. Et encore plus chez les enfants qui sont en croissance. Donc, alors, méfiez-vous aussi des sels iodés que vous vendent le commerce, parce que pour chaque molécule d'iode dans le sel, ils mettent 6 molécules de fluor. Donc ça, c'est extrêmement ennuyeux. Et puis, bien sûr, les excès de yang, c'est-à-dire les excès de pathologies inflammatoires. Et bien sûr, là, ça dépendra des pathologies en cours. Alors, ces pathologies en cours, bien sûr, il y a un grand remède anti-inflammatoire, c'est le R1, angine acide, qui contient tous les remèdes de l'inflammation et pas seulement de la gorge. Donc, apis, l'œdème, belladonna, la congestion, et par sulfure, la congestion présuppurative, calibiche, l'éclair, l'achésis, la stagnation chaleur, avec en particulier la tendance à la suppuration sanguine, Mercurius corrosivus, qui est un grand remède du pus, et puis Phytolacca, qui est un grand sédatif de la gorge en particulier. Bon, c'est vraiment, bien sûr, le remède de l'angine, des sinusites, mais également, je dirais, un grand remède de toutes les inflammations. Voilà. Donc ça, c'est comme avec le R7, c'est un remède fondamental qu'on utilise quotidiennement. Voilà, le hépagalène, donc alors, moi, je m'en sers, bien sûr, en traitement de détoxication de base, mais il est également très intéressant dans toutes les affections organiques. En particulier, il est intéressant dans les intolérances alimentaires, parce que les phénomènes d'inflammation digestive vont avoir une énorme répercussion sur le foie. Je m'en sers dans tout le rhumatismal, parce que tout le rhumatismal tendinomusculaire est sous la dépendance du foie. Je m'en sers dans toutes les maladies auto-immunes, parce que le foie a un effet de sédation dépoussée d'auto-immunité. Et enfin, je m'en sers en suivi des cancers, parce que le foie est un énorme organe de défense antitumorale, et puis c'est aussi un organe de nettoyage des chimios et des radiothérapies. Donc, c'est vraiment, je dirais, peut-être le complexe de Reykjavik dont je me sers le plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a tous les grands remèdes du foie, lycopodium pour la sécheresse du foie, Cardus marianus pour le sang, Nux vomica pour l'intoxication,
Colocynthis et Chelidonium pour les spasmes des voies biliaires, Cinchona pubescens, ça c'est pour les phénomènes de vide de sang, et puis Cholestérinum pour l'engorgement. Vous voyez, donc c'est une formule qui est assez équilibrée et vraiment qui peut être conseillée de façon récurrente. Voilà. Et en général, les patients sentent bien que ça leur fait du bien et ils vous le redemandent spontanément. Donc la constipation, alors essentiellement, on va dire, il y a 5 grands types de constipation. Bien sûr, il y a les constipations terminales chez les gens âgés, le rectum ne fonctionne plus, donc là, il va falloir se poser des questions fondamentales au niveau neurologique. Mais sinon, de façon courante, il y a 4 grands types de constipation. Il y a les constipations par vide d'énergie, ça c'est les constipations des gens qui sont épuisés ou qui sont en cours ou après une maladie épuisante. Il y a les constipations par sécheresse, ça c'est les constipations avec les selles en crotte de bique. Vous avez les constipations par spasme, ça c'est les gens qui sont polymédicamentés ou complètement engorgés pour des raisons diverses et variées. Et puis vous avez les constipations par glaire, avec l'alternance diarrhée-constipation. Voilà, ça c'est les 4 grands types de constipation. Il faut bien, c'est pas parce que le R37 marche bien qu'il ne faut pas poser un diagnostic physiopathologique. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve beaucoup de remèdes de sécheresse, Alumina, Bryonia, Lycopodium. On trouve un grand remède de spasme, c'est Nux vomica. On trouve un grand remède d'alternance diarrhée-constipation qui est Plumbum. Et puis surtout, on trouve un grand remède de vide d'énergie et avec des phases inflammatoires qui sulfurent. Vous voyez, donc c'est une formule qui est bien équilibrée et qui généralement, avec une petite correction alimentaire, permet de gérer très bien les phénomènes de constipation. Alors, le R60, qui est un dépuratif du sang, de la lymphe et de la peau, on va l'utiliser dans énormément de pathologies cutanées. On l'utilisera bien sûr généralement avec le R7. Il contient alors les grandes plantes de la peau, qui est Juglans regia, la noix, Sarsaparilla, la salspareille, la nourriture des schtroumpfs, qui est un grand dépuratif de la peau, Scrofularia nodosa aussi, qui est une grande plante du tube digestif, mais avec un impact sur la peau et en particulier sur l'engorgement ganglionnaire. Le cystophilin, c'est un complexe de tonification des voies urinaires qu'on va utiliser bien sûr dans les cystites, brûlure, cystalgie, etc., inflammation de la vessie, mais on va l'utiliser aussi dans les phénomènes spasmodiques ou inflammatoires de type lithiasique, avec Berberis. Equisetum est un grand remède, avec Cantharis, c'est 2 grands remèdes de l'inflammation des voies urinaires et des cystalgies. Et puis Solanum dulcamara, qui est un remède de diurèse aggravé en particulier à l'humidité. C'est une solanacée, donc avec des phénomènes inflammatoires et congestifs. Voilà. Alors, Néphralbin, là, on est plus sur les voies urinaires hautes. Donc, on va chercher la néphrite. Donc, on voit apparaître des remèdes comme Kalium arsenicosum, Phosphorus, Plumbum, et puis le grand remède diurétique qui est Solidago. Donc, vous voyez, quand c'est plutôt une inflammation basse, on va utiliser cystophilin. Quand c'est plutôt une inflammation haute, on va utiliser le R64. Ceci dit, on peut les associer, il n'y a pas d'opposition. Alors, pour les problèmes endocrines, évidemment, la peau, en particulier à l'adolescence, il y a un démarrage hormonal et on va voir apparaître à ce moment-là tout un tas de troubles
cutanée et en particulier, bien sûr, l'acné, qui pourra d'ailleurs perdurer et réapparaître même au moment de la ménopause. Alors, vous avez le R19E-glandin M pour les messieurs, donc surrénal, c'est-à-dire tous les phénomènes hormonaux qui soient masculins ou féminins, le thymus, l'hypophyse, le pancréas, le testicule, la thyroïde, donc en fait un traitement de régulation générale hormonale et qui va avoir un très bon effet sur la sécheresse de la peau, parce que vous le verrez, les comédons, les points noirs et les phénomènes d'acné se développent toujours sur une sécheresse cutanée et généralement aussi sur une sécheresse digestive. Alors le R20, c'est la même chose pour les demoiselles et les dames à la ménopause, donc on retrouve à peu près la même formule, sauf que bien sûr, là, on va remplacer le testicule par l'ovaire. Alors, très intéressant chez les jeunes femmes, pour les dysménorrhées en particulier de la jeune fille, et les règles pas très régulières. Alors évidemment, on ne le prend pas pendant les règles, et puis très intéressant pour la femme à la ménopause pour calmer les bouffées de chaleur. Donc, et puis la dépression de la ménopause aussi chez la femme, ça marche bien. Alors, je vous ai traité, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était sous la peau, on va traiter les différentes affections qu'on voit le plus souvent au cabinet. Alors, bien sûr, la première, c'est l'acné, qui est une affection banale, mais qui reste toujours difficile à traiter, car c'est le point de rencontre d'une maladie dite de chaleur, c'est-à-dire de stagnation et d'inflammation, et donc aggravée avant les règles, et c'est l'expression à la peau, et en particulier en haut, sur le dos et à la face. Les Chinois disent la chaleur monte. C'est vrai qu'on a plus souvent de l'acné sur le front que sur la plante des pieds. Et puis d'un vide d'eau, la peau est sèche en fond, car il y a un trouble hormonal associé, l'équilibre hormonal ne s'est pas encore installé correctement. Alors, se rappeler que si c'est localisé au front, on pensera plus à la vésicule biliaire. Si c'est aux pommettes, plus au gros intestin. Et au niveau du collier de la barbe, plus à l'estomac. Là aussi, on va chercher des symptômes qui évoquent ces différentes dysfonctions. Et pour, bien sûr, éventuellement les traiter spécifiquement. Alors, les allopathes ne disposent que de 3 types de médicaments antiacnéiques. Les kératolytiques, la vitaminoacide, les antiséboréiques, le Roaccutane et la Diane 35, et puis les anti-inflammatoires, en particulier les cyclines. Alors, moi, il y en a un dont je me méfie énormément, c'est le Roaccutane, parce que c'est un hépatotoxique. D'ailleurs, c'est bien précisé sur le compendium, on ne donne que sous surveillance des marqueurs de l'inflammation hépatique. Voilà. Alors, ça marche un peu, mais dès qu'on arrête, l'acné revient parce qu'on a traité la manifestation, mais pas la cause. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Bien sûr, on va travailler d'abord sur la sécheresse, le R19 chez les garçons et le R20 chez les filles. Donc, on va essayer d'équilibrer cette sécheresse de la peau qui donne d'ailleurs ce qu'on appelle des peaux mixtes, c'est-à-dire grasse en surface et sèche en profondeur. D'ailleurs, les patients le savent bien et se désespèrent de ces peaux mixtes. Alors, vous avez un grand remède de l'acné, c'est le comédonin, comme son nom l'explique. Donc, ce remède associé au R19 ou R20 va disperser les phénomènes de stagnation de chaleur au niveau de la peau. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça a été bien choisi. Bromome, le brome a une pathogénésie en particulier d'acné, en particulier d'acné des épaules. Et par sulfure, ça c'est la phase présuppurative, c'est les points blancs. Juglance, la noix, qui est un énorme remède du foie et de l'état de la peau. L'édome aussi, qui est un remède anti-inflammatoire.
Natrum chloratum, c'est natrum mûr, c'est un remède aussi de la sécheresse et de la fatigue de l'adolescent. Et puis viola tricolore, qui est un grand remède dépuratif de la peau ici, la violette. Voilà, très bonne formule, très bien équilibrée de l'acné de l'adolescent. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier que la peau, c'est le pôle poumon, gros intestin, peau. Donc, il y a une physiologie poumon, gros intestin, peau. S'il y a une constipation qui n'est pas traitée, ça ne tiendra pas. Voilà. Donc, là, à ce moment-là, on va sortir notre R37 et on va s'intéresser au régime alimentaire de l'adolescent qui est la plupart du temps basé sur une alimentation de type McDonald's ou autre qu'il va falloir un petit peu corriger, et même durablement d'ailleurs. Et puis, il y a l'élément de tension nerveuse qui est extrêmement délétère chez ces jeunes qui, bien sûr, sont soumis à deux types de stress un peu antagonistes qui sont la nécessaire focalisation de leur attention sur les études, ce qui n'est pas toujours facile ni agréable, et puis le bouillonnement affectif. Donc, il va falloir leur expliquer qu'il va falloir trouver un équilibre entre la concentration du travail et puis le bouillonnement affectif. Et si cet équilibre est trouvé, les parents seront contents, le jeune va progresser. Et puis, donc, il faut veiller à ce qu'ils dorment bien et à ce qu'ils se détendent et qu'ils fassent un peu de sport aussi. Voilà. Alors, au stade suppuratif, on va observer essentiellement deux types d'acné. Alors, vous avez les acnés où la stagnation prédomine, c'est ce qu'on appelle l'acné des comédons et des microchystes avec séborrhée. Alors là, vous avez un magnifique front avec les petits comédons, la séborrhée, etc. Et vous avez un bilan BNS où on voit, vous voyez, il y a de la chaleur, il y a du gris un petit peu, mais il n'y a rien de bien grave. On voit que il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc on ne s'inquiète pas. Généralement, il y a deux remèdes qu'on va utiliser en homéopathie. Natrum mûr, on a vu natrum chloratum, c'est la même chose sur la formule, qui a une éruption acnéique symétrique à tête blanche, et puis sulfuriode, qui a plus de rougeur, et c'est ce qu'on appelle l'acné polymorphe juvénile. Alors, dans un deuxième plan, et d'ailleurs un petit peu plus tard souvent, mais ça peut démarrer rapidement, on a une acné nodulo-kystique, c'est-à-dire là, c'est plus des rougeurs, des gonflements et des petites taches blanches. Là, vraiment, on a des microkystes et on a une grosse inflammation. Et ça peut évoluer vers des lésions tubéreuses violacées sur une séborrhée intense. Et à ce moment-là, évidemment, c'est assez affreux. En plus, les jeunes se grattent, et ça peut même aller jusqu'à générer des ulcères. Et à ce moment-là, le bilan biologique BNS est très différent. On voit apparaître des gamma-globulines. Et donc là, on est dans un engorgement lymphoïde et une inflammation chronique qui va être compliquée à gérer. Alors, on va utiliser là des remèdes un petit peu différents, comme Caliomro, on l'a vu, il fait partie de la formule, qui est une acné pustuleuse, en particulier sur le dos. C'est ce qu'en médecine chinoise, on appelle une chaleur sur le trajet du méridien de l'intestin grêle. L'adolescent est anxieux, agité, mal dans sa peau, il est souvent somnambule, Callium bromatum. Et puis Thuya occidentalis, qui est un remède d'engorgement lymphoïde, en particulier aggravé après les vaccinations, ou silicea, qu'on pourra utiliser si les phases suppuratives sont très importantes. Voilà, il faudra regarder bien sûr les autres symptômes. Voilà, en principe, avec l'acné, si vous réglez bien le digestif, si vous détendez bien l'enfant, il y a une amélioration qui est relativement rapide. En quelques semaines, on voit la différence. Alors, les verrues, il y a un point que sur lequel je voudrais insister, dont je n'ai pas parlé au début, c'est que, et qui est un peu
qui est un peu surprenant pour le débutant, hein, c'est que toutes les pathologies de la peau sont un petit peu des pathologies en tout ou rien. C'est-à-dire où votre traitement tombe pile poil et à ce moment-là, en très peu de temps, des fois même quelques jours, la situation s'améliore de façon spectaculaire. Et puis, il y a des cas où vous êtes très content de vous, vous dites, tiens, là, j'ai bien tapé, ça va bien marcher, et ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, c'est une réponse à la thérapeutique en tout ou rien. Il ne faut pas vous décourager. Si ça ne répond pas, c'est que vous avez oublié quelque chose. Donc, il y a un organe interne qui dysfonctionne, ou il y a un blocage lymphoïde quelque part pour une raison X ou Y. Et donc, il faut reprendre le dossier et regarder qu'est-ce qui peut bloquer la guérison, même si apparemment vous n'avez pas fait d'erreur. Voilà, et puis un jour, ça se débloque, on est content parce que vous avez tapé au bon niveau. Alors, Thuya compositum, donc R188, très intéressant pour les verrues, en sachant que là aussi, où ça marche très bien, ou ça ne marche pas du tout. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nitrique acide, stibium, c'est l'antimoine, hein, c'est antimonium crudum, et puis Thuya, alors ça en particulier, c'est une formule qui marche bien pour les verrues plantaires. Mais ça peut marcher sur à plein d'autres niveaux. Personnellement, moi, j'ai mis sur mon site, j'ai essayé de récupérer un peu toutes les matières médicales, et puis en fonction de la localisation particulière de la verrue, on peut penser à un remède particulier. Par exemple, les verrues autour des ongles, il y a des verrues autour des ongles, il y a des gens qui ont des verrues qui se développent autour des ongles, il n'y a que deux remèdes qui marchent, ou c'est graphite ou c'est causticum. Voilà. Donc, si vous voyez des verrues autour des ongles, vous interrogez, vous cherchez les symptômes de graphite ou de causticum. Vous le donnez, 30 CH, et puis vous voyez les verrues disparaître de façon un peu miraculeuse. Alors, pour les fanères, Silicea compositum, 189, les cheveux fatigués. Alors, Silicea, il faut bien comprendre que la silice, c'est la pathologie de la silicose, c'est-à-dire c'est le poumon qui est attaqué. Et donc, c'est un grand remède de la peau, c'est les peaux vraiment fragilisées, Silicea. Et en particulier, c'est un remède d'infection chronique et d'infection peu inflammatoire, mais assez chronique. Et bien sûr, c'est un grand remède des fanères. Les cheveux sont fatigués, fins, fragiles, cassants, sans éclat ni couleur. Alors, le cheveu, ça dépend beaucoup de l'eau du rein. Donc, regardez la sécheresse, demandez au patient s'il a soif. S'il n'a pas soif, c'est qu'il n'y a pas un problème de vide d'eau du rein, c'est qu'il est ailleurs. Mais s'il a soif, c'est un vide d'eau du rein. Donc, il va falloir s'intéresser à pourquoi il y a un vide d'eau du rein. Les ongles, alors les ongles, c'est au contraire, c'est la pathologie du sang du foie. Donc, pathologie des ongles, pensez foie, pathologie des cheveux, pensez rein. Les ongles peuvent être fragiles et cassants, striés, marqués de taches blanches. La chute des cheveux et des sourcils peut être d'origine diverse. Certaines maladies, en particulier auto-immunes, des traitements médicamenteux, les changements hormonaux, en particulier pendant la grossesse et la ménopause. Et puis, vous avez même ce qu'on appelle les décalvantes totales, où tout d'un coup, le patient n'a plus un poil sur le corps, ce qui est assez spectaculaire et socialement un peu gênant. Après une chimiothérapie ou une radiothérapie, bien sûr, il faut soutenir la repousse des cheveux et des sourcils. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a fluorique acide, il y a un grand remède de chute des cheveux, Silicea et Thuya, Silicea, donc grand remède de la peau et du rein, et puis Thuya, qui est un grand remède de déblocage d'oral. Voilà. Et puis, fluorique acide, ça c'est très intéressant. C'est un remède acide, donc de la sécheresse des tissus avec de l'inflammation cutanée. Alors, il est important de n'utiliser que des substances non agressives sur la peau et surtout ne pas percer les boutons. Les manipulations effectuées sans désinfection accroissent le risque de cicatrice. Ça, c'est clair. Les soins cosmétiques à base de sel et de boue de la mer morte sont reconnus mondialement pour leurs différentes vertus sur les problèmes de peau. Alors ça, c'est très intéressant.
Là, on est dans tout le domaine des argiles, hein, plus ou moins adjuvées. Les argiles, c'est des aluminosilicates, donc ça va jouer sur la sécheresse et ça va jouer sur l'inflammation de la peau. Donc, toutes les argiles et les boues ont un effet donc, reminéralisant et anti-inflammatoire, donc c'est quand même intéressant. Deuxième grande pathologie intéressante, l'eczéma, rencontré très très souvent, y compris dans le tout plus jeune âge. Vous avez des enfants qui naissent atopiques avec des eczémas déjà étendus, hein, ce qui est vraiment ennuyeux pour eux et pour leur famille. Qu'est-ce que c'est l'eczéma? C'est une épidermodermite vésiculeuse, c'est-à-dire c'est une pathologie de bulle d'eau sur la peau, faite d'une série de lésions, petites vésicules, qui coexistent ou se succèdent. Elles éclatent, se recouvrent de croûtes, provoquant de fortes démangeaisons. Progressivement, la peau va s'épaissir, se dessécher à l'endroit des lésions et finir par se craqueler, se fissurer et devenir douloureuse. Alors là, on va avoir tous les stades, c'est-à-dire il va y avoir des stades de rougeur, il va y avoir des stades de vésicule, il va y avoir des stades de suintement, et la matière médicale dit c'est un suintement collant comme le miel, et puis il va y avoir des stades hyperkératosiques et même des stades fissureurs. Donc vous voyez, on peut trouver, et puis même dans le temps, ces stades vont avoir tendance à succéder. Alors, la définition médicale, c'est que l'eczéma, c'est n'importe quel aspect de dermatose, à condition que ça commence par une bulle d'eau et à condition que ça soit bilatéral symétrique. Voilà, donc ça, c'est les critères qui vous font dire que c'est un eczéma. Pour la médecine traditionnelle chinoise, il s'agit d'une mauvaise répartition de l'humidité. Si les aspects sont très différents, le mécanisme physiologique peut se résumer à un problème d'élimination toxinique par le rein, avec expression de bulles d'eau à la peau, manifestation locale sur le pôle poumon. Autrement dit, si vous voulez, la cause, c'est l'épuration rénale qui ne se fait pas correctement, et donc il y a retour dans le sang des toxines, et ces toxines vont être à ce moment-là prises en charge et éliminées par les petites bulles sur la peau. Donc c'est un problème rein. L'eczéma égale problème rein. Alors, on va utiliser différents remèdes, bien sûr, hein, si on est uniciste. Les insuffisances du pôle poumon, par exemple arsenic comme album. Le poumon ne peut pas se vider, antimonium, crudum ou graphite. Ou une insuffisance de feu du cœur. Ça, c'est quand il y a un engorgement de l'eau qui ne circule plus correctement, natrium mur, médorinum, etc. Le traitement de l'eczéma n'est pas évident. Celui-ci devrait de façon optimale comprendre un polycrest en haute dilution et son draineur cutané en basse dilution. Alors ça, c'est la clé du traitement de l'eczéma pour ceux qui font de l'unicisme. Vous donnez Lycopodium hemaonia, Sépia et viola tricolore, etc. Vous regardez sur mon site ou sur la matière médicale de Coolidge les familles de remèdes et vous allez choisir le polycrest qui correspond au malade et dans sa famille le draineur cutané qui va permettre d'éviter les aggravations. Ça, c'est très important. Chez l'adulte, les IgE et les IgA sont souvent augmentés. Sur les bilans de nutrition santé, le proteidogramme est souvent de type tuberculinique, c'est-à-dire hypo-bêta-gamma, hein, ça c'est la signature des allergies, avec un test zinc monté, ce n'est pas un dosage, hein, c'est un test au zinc, et en particulier ce qui est typique si les lésions sont suintantes. Alors, les IgE sont responsables des réactions allergiques sévères, hein, c'est ce qu'on appelle la dénomination d'allergie de type 1 qui affecte les muqueuses, la peau et la circulation. Les symptômes classiques sont rougeur et démangeaisons cutanées, œdème, ça peut aller jusqu'à l'urticaire et l'œdème de Quincke, et l'anaphylaxie. Et le patient va mourir d'un choc vasculaire, hein, parce qu'il y a vasodilatation généralisée, la tension s'effondre et le cœur n'est plus alimenté.
Les récepteurs IgE sont situés au-dessus de la muqueuse, réagissent immédiatement après être entrés en contact de l'antigène. Elles activent la dégranulation des mastocytes, la production massive d'histamine. Les symptômes surviennent rapidement, de quelques secondes à 30 minutes après l'ingestion des aliments responsables. Si c'est un aliment, hein. Alors, il ne faut pas confondre l'allergie alimentaire avec l'intolérance alimentaire. La grande différence, c'est que l'allergie alimentaire, c'est les IgE. L'allergie et la réaction est immédiate, alors que l'intolérance, c'est les IgG et la réaction est retardée, 48 heures, 72 heures et même parfois plus. Donc, c'est très difficile à identifier l'alimentation, l'aliment en cause, et c'est pour ça qu'on peut faire des dosages d'anticorps anti-aliments et donc éviter comme ça d'avoir des inflammations digestives chroniques et des problèmes allergiques chroniques. C'est en particulier le cas, par exemple, des enfants atopiques. Les enfants atopiques, dès que vous leur donnez du lait de vache, ils se couvrent d'eczéma. Voilà, alors ensuite, on a parlé beaucoup des IgE pour l'allergie classique, des IgM, des IgG pour les intolérances alimentaires, mais il faut prendre aussi en compte les IgA, qui sont des immunoglobulines doubles et qui sont chargées de la réaction aux aliments, et en particulier, ils jouent un rôle au niveau du rein, hein, et au niveau des muqueuses. Voilà. Et ce sont eux qui sont en cause dans les glomérulonéphrite. Alors, les affections cutanées allergiques, l'eczéma sec, les lucites, hein, démangeaisons ou même urticaires dues au soleil, les démangeaisons du cuir chevelu accompagnées de peaux squameuses et sèches, alors ça, c'est les fameuses pellicules, hein, qui sont souvent le début d'un psoriasis, les brûlures piquantes accompagnées d'œdème, hein, et puis l'urticaire. Alors, l'urticaire, c'est toujours un problème alimentaire ou médicamenteux, mais toujours sur un rein qui est sec. Donc, il va falloir dégager l'élément irritant au niveau ras de pancréas et il va falloir remettre de l'eau dans le rein. Voilà, ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme formule du R23 nosoderme? Eh bien, il y a bien sûr Apis mellifica qui va débloquer l'eau, hein, Arsenicum album qui est un grand remède des empoisonnements médicamenteux, mais également des venins en particulier, et puis sulfure qui est un grand remède de déblocage du foie et un grand remède de stagnation et d'engorgement. Voilà. Petite formule très simple qui marche très bien dans les œdèmes et les urticaires, et en particulier les urticaires solaires. Alors, vous pouvez l'appuyer par le R183 histaminum, hein, en particulier quand il y a des réactions allergiques typiques comme le rhume des foins, les conjonctivites allergiques, hein, et puis tout ce qui est éternuement, salve, gratouiller du palais, etc., qui contient bien sûr l'oufa, qui est une petite plante africaine, qui est c'est la famille c'est une courge, hein, africaine, c'est celle dont on se sert pour faire les éponges végétales. Vous savez, les dames savent très bien les éponges végétales pour s'enlever la cellulite. Voilà. Et puis histaminum, qui est quand même le grand vecteur des réactions allergiques sur la peau et les muqueuses. Voilà, c'est plus simple de prendre ça qu'un antihistaminique, hein, c'est clair. L'antihistaminique ayant un bon effet généralement, mais ayant deux effets secondaires ennuyeux. D'abord, c'est la somnolence, et ensuite, c'est l'augmentation de l'appétit. Voilà, en cas d'échec, il faudra faire rechercher au laboratoire une intolérance alimentaire ou une dysbiose intestinale. Donc, l'intolérance alimentaire, c'est les tests ImmuPro, hein. La dysbiose intestinale, eh bien, ça, c'est plus compliqué, mais il faut qu'il y ait des symptômes au niveau des selles en particulier et au niveau des troubles digestifs. La plupart du temps,
Quand on a éliminé une intolérance alimentaire, les choses se régulent très bien toutes seules. Petit conseil, la peau des bébés et des enfants est très fragile et facilement agressée, plus facilement agressée que celle des adultes. Il est important de bien la protéger, d'en prendre soin dès l'apparition des premiers signes d'irritation, de rougeur ou de sécheresse. Alors attention, ne mettez pas d'huile essentielle sur une peau de bébé, ça pénètre à 100% et ça peut donner des accidents. Moi, j'ai vu des enfants qui convulsaient après 3 gouttes d'essence qu'on leur a mis sur la peau, ce qui est quand même assez fâcheux. Deuxième grande pathologie chronique qu'on voit souvent au cabinet, le psoriasis. Alors, autant l'eczéma est une pathologie également symétrique, comme le psoriasis, autant l'eczéma, c'est humide, au moins dans la phase primitive, mais autant, et c'est le rein qui est en cause, autant le psoriasis, c'est sec. C'est également symétrique, mais là, on a un problème de chaleur locale qui est lié à un vide de sang du foie. Et c'est pour ça, entre autres, comme c'est le foie qui est le bouclier des émotions, c'est pour ça que c'est une dermatose qui va être très sensible aux problématiques psychologiques. Elle est fréquente, elle touche 3% de la population d'Europe. Sur le plan local, on peut faire des prélèvements, on voit que les lymphocytes T sont nombreux, qu'il y a beaucoup de cytokines, il y a de l'inflammation, le traitement reste délicat. Et en fait, le psoriasis, c'est un petit peu la partie émergée de troubles métaboliques multiples. D'abord familiaux, des cas commencent dès l'enfance et souvent sur des parents qui ont eux-mêmes un psoriasis. Et on voit chez les enfants un psoriasis des couches, parfois déclenché par un vaccin. Évidemment, le foie va avoir du mal avec le vaccin, et en particulier la variole, bon, on n'en voit plus maintenant, mais on le voyait tout à fait avec la tuberculose, par exemple, le vaccin BCG. La dermatose est réactivée par des combis affectifs, et d'ailleurs Staphysa gria, qui est le remède des non-dits, est un grand remède du psoriasis. Et puis, le reste du temps, c'est des patients de tempérament nerveux bilieux, sépiage souvent chez les femmes, qui est d'ailleurs un remède d'insuffisance hépatique, et lycopodium chez les messieurs. Alors, il faut faire attention parce qu'il est important de les soigner de façon physiologique et de ne pas les tartiner systématiquement de cortisone, parce que 10% des cas se compliquent d'un rhumatisme inflammatoire qui est extrêmement proche de la polyarthrite rhumatoïde, donc très invalidant. Alors, une étude américaine de 2009 le confirme, le psoriasis n'est pas qu'une maladie de peau. L'inflammation n'est pas que locale. Il y a une grande fréquence des gens qui ont un psoriasis, du diabète de type 2, de la goutte, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde pour les formes sévères et d'artériopathie périphérique et même d'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, votre patient avec son vide de sang du foie qui va se manifester donc par de la chaleur au niveau de la peau et de la sécheresse, eh bien, c'est un patient qui va avoir aussi une inflammation vasculaire sous-jacente, même si elle n'est là qu'à bas bruit, et qui, à long terme, peut avoir des manifestations extrêmement invalidantes. Voilà. Traiter de façon agressive le psoriasis n'améliore pas notablement le risque de survenue des complications vasculaires. Alors, il y en a qui se sont lancés à traiter le psoriasis, en particulier avec les immunodépresseurs. À l'époque, j'étais à l'hôpital quand j'étais un brillant étudiant. On avait pris, le patron avait pris 18 psoriasis en gouttes. Et donc, c'est le psoriasis en gouttes, c'est un psoriasis généralisé, extrêmement invalidant. Et puis, il les avait traités aux immunosuppresseurs. Et les 18 avaient vu le psoriasis disparaître. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que dans les 6 mois, il y en a 2 des 18 qui sont revenus avec une leucémie. Donc, depuis, ils ont
On a publié ces cas-là et on évite d'utiliser les immunodépresseurs. Le traitement allopathique est dit local et prolongé. Ça veut dire que ça marche pas, ça marche bien localement, mais on ne traite pas la cause. Alors, il est essentiellement appuyé sur les corticoïdes locaux et la vitamine D. Le Devonex, de structure spatiale d'ailleurs voisine de la cortisone. Ils utilisent aussi la puvathérapie, car les UV sont immunosuppresseurs. Le néotigazon, qui a des effets dévastateurs au niveau du foie et des cheveux. La cyclosporine et le méthotrexate. Bon, là, on est dans les immunodépresseurs. Les anti-TNF-alpha, les anticorps anti-lymphocytaires. Ils ont essayé tout ce qu'on pouvait. Attention, même si le psoriasis disparaît chez 3 patients sur 4 avec ce type de traitement, eh bien, vous avez fait quand il faut que décapiter le dessus de l'iceberg et vous n'avez pas du tout traité les problématiques sous-jacentes et elles vont ressurgir forcément un jour ou l'autre. Pour la médecine chinoise, alors le psoriasis, ça s'appelle la maladie de la squame argentée. Et ils vous disent, sa cause, c'est un vide de sang du foie qui va entraîner une stagnation de chaleur qui s'exprimera à la peau, et en particulier sur les méridiens de Sine-Pied. Les méridiens de Sine-Pied, c'est les méridiens qui rejoignent les méridiens principaux au niveau des coudes et des genoux. Et en effet, on se rend compte que la plupart du temps, au début, le psoriasis apparaît sur les faces externes des coudes et des genoux. Alors, qu'est-ce que propose Reckbeck? Alors, R65, sporiazin, alors arsenicum album, grand remède de psoriasis, berberis, qui est un draineur de lycopodium, donc grand remède de sécheresse du rein, calcaréacar pour disperser, grand remède pour disperser la chaleur locale, et puis Centella asiatica, qui est un magnésium et qui est un remède de cicatrisation de la peau. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, comme vous avez compris que c'était un problème de sang et un problème de foie, vous allez mettre Epagalin, le R7, c'est carrément obligatoire. Et puis localement, alors là, vous avez très bons effets anti-inflammatoires, les sels de la mer morte. Vous savez qu'il y a des cures pour le psoriasis, il y a des hôtels au bord de la mer morte qui reçoivent des patients pour des cures de 15 jours avec les boues et les bains dans la mer morte, les bains dans l'eau hyper salée, avec un taux de blanchiment qui est absolument remarquable. Bon, c'est quand même plus facile d'avoir la petite crème chez soi. Et moins onéreux. Voilà, alors, je vous ai dit donc le R7 quasiment obligatoire. À partir du moment où il y a une incidence psychologique, il ne faut pas oublier que le foie, c'est le bouclier des émotions, donc on utilisera le R14, le Quieta, qui est un très bon normalisateur du sommeil et de l'énervement. Ignatia, grand maître de la somatisation, valériane aussi, zinc comme valériane. Tout ça, c'est des grands remèdes homéopathiques de l'excitation nerveuse. Donc là, vous avez trois complexes qui sont très efficaces dans le psoriasis. Petit conseil, le psoriasis est une dermatose dont l'intensité est particulièrement sensible au stress, de 2 façons différentes. Les poussées sont très souvent associées à des périodes de fatigue nerveuse et d'hypersensibilité émotionnelle. Ça se déclenche souvent dans des phases de burn-out, par exemple. La gêne physique qu'il procure et parfois la honte de son aspect corporel sont stressantes en elles-mêmes et contribuent au maintien du trouble. Alors là, évidemment, ça dépend aussi à quel niveau se situe le trouble. Et il faut savoir en plus que c'est toujours accompagné d'une démangeaison assez importante et que si on gratte les squames, ça va saigner. Donc, on va tacher ses vêtements, enfin, c'est tout à fait ennuyeux. Alors, chez les enfants et les plus âgés, la varicelle Epzona. Alors ça, c'est une dermatose infectieuse, virus varicelle zona, VZV. C'est un virus c'est un des 4 virus du groupe herpès.
La manifestation est cutanée, il y a des vésicules flasques et louches, comme pour l'herpès d'ailleurs, mais localisées le long d'un trajet nerveux unilatéralement, contrairement aux deux dermatoses précédentes, accompagnées souvent d'adénopathie et de troubles sensitifs névralgiques qui peuvent laisser des séquelles douloureuses qui durent longtemps et qui peuvent être invalidantes. Alors, on a souvent une varicelle quand on est petit, et puis ce virus va se loger dans le tissu lymphoïde et il va ressortir à l'occasion d'une baisse immunitaire pour une raison souvent pas toujours évidente. Alors, moi j'en ai vu beaucoup, par exemple, après le vaccin hépatite B, on voyait beaucoup de zona. Je n'ai pas encore suffisamment de retours pour le Covid. Je pense que le Covid, on a plus des névrites et des atteintes vasculaires que des problèmes de zona. Mais on voit des zonas après tout un tas de prises de médicaments ou de troubles alimentaires. Alors, il existe un vaccin actuellement qu'il faut aux États-Unis et dont je n'ai absolument pas l'expérience. Vous pensez bien que je ne le propose pas à mes clients. Le malade peut se présenter à des stades différents de la maladie. Alors, apparition des symptômes sensitifs, donc prurite, vésicule, troubles vasomoteurs. La douleur s'installe sur le trajet nerveux. Quand il n'y a que prurite et vésicule, on va penser à un eczéma. À la différence que là, on a une éruption vésiculeuse qui est unilatérale. Alors, les remèdes, pour moi, il y a un grand remède du zona et de la varicelle chez l'enfant, c'est Méséréum, le bois gentil. Il y a un remède du groupe du mercure, bien sûr, donc lymphoïde. Il y a des brûlures, des vésicules à liquide louche, un liquide un petit peu jaunâtre, vite recouvert d'une croûte, mais on pourra penser aussi à un Rus radicans, Rus vernix, Rustox, avec un besoin constant de changer de place, des vésicules pruriantes avec un liquide plus clair, et puis sans doute des vésicules par plaque un peu moins grosses. D'autres remèdes peuvent s'imposer selon les symptômes, et en particulier crotontiglium pour le zona inguinal avec des brûlures intenses, et ranunculus bulbosus pour un zona intercostal ou temporo-orbitaire avec des vésicules confluentes, des douleurs brûlantes aggravées par le froid et l'humidité. Voilà, là, il faudra un petit peu choisir quel remède princeps de votre zona. Plus vous allez le donner tôt et en haute dilution, mieux ça marchera. Alors, Reykjavik R68, Nervisin, donc névrite, herpès, zona varicelle. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les remèdes dont je vous ai parlé, croton, méséréum, natromur, et rustox, donc remède très bien, très efficace au stade de l'infection. Après, quand c'est cicatrisé, là, il faudra passer sur hypericum. Là, le R68 ne marchera plus. Voilà. Alors, attention aussi, s'il y a du grattage, on peut surinfecter des vésicules de zona, comme herpès. Il y a des formes compliquées, arsenicum album, hyperalgique. Alors, ce qui est typique arsenicum album, c'est d'abord l'aggravation entre 1 et 3 heures du matin, et puis également le fait que les brûlures sont améliorées par les applications chaudes, ou en tout cas tièdes. Crotalus, ça c'est quand il y a des vésicules hématiques et nécrotiques, donc c'est une forme nécrotique grave. Crotalus, c'est un venin de serpent. Épigraphite, à partir du moment où il y a un pus gluant. Bon, c'est des formes qui se trouvent heureusement rarement. Si le zona récidive, alors là, il faut se poser la question de ce qui se passe, et en particulier quand il s'agit d'une atteinte d'un nerf crânien. Il faut savoir que le nerf crânien, les atteintes de zona de la face, les atteintes des nerfs crâniens, c'est 5% des zonas.
Et puis le grand remède des douleurs post-zostériennes, des douleurs en éclair avec engourdissement, aggravées par les secousses, hein, et par le mouvement, c'est Hypericum perfolatum, le millepertuis. Voilà. Il ne faudra pas hésiter à donner en dilution élevée. Alors, vous avez un autre complexe chez Regev pour les névralgies, et en particulier les névralgies sur les trajets des nerfs. Alors, bien sûr, on pourrait y penser dans les douleurs post-zostériennes, mais également dans les blocages intervertébraux, en particulier les sciatiques, les hernies discales et même les névralgies suite à des traumatismes et à des contusions localisées. Coup du lapin, hein, avec les douleurs ascendantes et même parfois qui vont dans le bras et jusque dans les doigts, hein, tout à fait typique des névralgies cervico-brachiales. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce complexe? Ben, on trouve aconite, un grand remède d'urgence, colossaltis, grand remède de space, calmia, donc, qui est un remède typique de névrite descendante, cédron, qui est un remède de douleur, qui reviennent périodiquement, et puis verbascum, qui est le grand remède du trijumeau, avec les névralgies de la face, névralgie du trijumeau, mais pas que. Voilà. Grand remède de névrite, prosopalgia. Alors, une forme clinique fréquente dangereuse du zona, c'est le zona ophtalmique. Hein, c'est quand même 10 à 15% des cas de zona. Il débute par des douleurs frontales ou orbitaires associées à une anesthésie cornéenne et un œdème palpébral. Autrement dit, le pauvre, il a les yeux du Casimir, vous savez, le petit dinosaure de la télé. Et il risque de se compliquer en conjonctivite et en kératite. Voilà. Et en particulier si l'éruption cutanée est au niveau de la pointe du nez. Donc là, évidemment, dès que vous avez ça, bilan ophtalmologique avec étude de la sensibilité cornéenne, le problème, ça va être de préserver la cornée. Malheureusement, la plupart du temps, il y a une cicatrice cornéenne et donc il y aura des troubles de la vue. Alors là, évidemment, il y a un remède auquel il faut penser, qui est le grand remède de décongestion de la conjonctive et de l'œil, c'est Euphrasia, le casse-lunette, hein, qui est une scrofulariacée, un grand remède de photophobie et larmoiement. Attention, le zona est contagieux et peut provoquer une varicelle chez quelqu'un qui ne l'a jamais eu. Il est souhaitable qu'un sujet atteint de zona soit relativement isolé et n'entre pas en contact avec des sujets ayant un déficit immunitaire ou une femme enceinte. Il y a des conséquences graves de la varicelle en fin de grossesse. Voilà, donc Euphrasia, on peut l'utiliser aussi sous forme de complexe. On va l'utiliser pour la conjonctivite, on va l'utiliser pour les yeux enflammés et rougis. Alors là, je ne sais pas si vous avez conscience, mais on est une période de l'année qui est un peu dramatique ici à Lyon. La troisième semaine de novembre, c'est l'arrivée du Beaujolais nouveau. Donc le matin, vous voyez les Lyonnais qui ont fait honneur au Beaujolais nouveau avec l'œil rouge. C'est typique. Et d'ailleurs, ça nous rappelle à cette occasion-là que c'est le méridien du foie qui contrôle l'œil. Donc là aussi, si vous avez, vous pouvez utiliser Euphrasia compositum avec le R7 qui va décongestionner le foie. Donc, Euphrasia, paupières gonflées, inflammation du bord palpébral qui pourra d'ailleurs se manifester sous forme de chalazion, c'est-à-dire de microkystes. Donc, c'est une plénitude de type Yang, c'est-à-dire que le patient est aggravé par la lumière vive. Hein. Il va chercher les grosses lunettes à éviter les lumières vives. Et en particulier, ça sera aggravé par les écrans de télévision, d'ordinateur, la conduite le soir, etc. Donc, vous avez Euphrasia, vous avez Amamélis, un grand remède de congestion veineuse. Vous avez bien sûr Spigelia, qui est un grand remède de migraine et de troubles du rythme, et puis sulfure, et puis Euphorbia, qui est un grand remède de congestion des muqueuses nasales, etc. Et puis belladone, qui est un grand remède de plénitude et inflammation.
Apis, grand remède des œdèmes. Vous voyez, donc là, on a vraiment un complexe qui est relativement large de décongestionnement des yeux et de la face, et c'est tout à fait intéressant. Voilà, alors bien faire la différence des différentes lésions cutanées, les papules, hein, rouges, les vésicules remplies d'un liquide clair, et puis quand la vésicule se perd, c'est bien que vous avez une lésion cutanée qui va cicatriser, plus ou moins croûteuse, hein, plus ou moins suintante, et qui peut même devenir hyperkératosique et fissuraire. La varicelle, alors très fréquente chez les enfants. Le risque de contagion débute 24 heures avant l'éruption. La fièvre est peu élevée. Il y a souvent des maux de tête et il y a une éruption cutanée qui va se faire plusieurs fois par jour avec des papules rouges ou rosées qui commencent généralement d'ailleurs au niveau du cuir chevelu, puis de la face, puis les bras, le tronc, etc. Alors, il faut savoir que les croûtes remplacent les vésicules au bout de 48 heures et tombent dans les 8 à 10 jours. La contagion disparaît dès que les croûtes apparaissent. En fait, c'est le liquide qui est contagieux. Alors, attention quand même avec la varicelle, il peut y avoir plusieurs éruptions successives. Moi, j'ai eu des petits patients qui faisaient, donc c'est une évolution sur 8-10 jours, ils faisaient 3 éruptions successives, c'est-à-dire que ça durait plus d'un mois, il y avait 3 poussées de varicelle. Alors évidemment, ce qui est difficile à expliquer à l'enfant, c'est de ne pas se gratter. Hein, donc on va utiliser du talc un petit peu. Et puis, alors il y a des talcs qui sont relativement anesthésiques. Hein, et puis on va essayer de lui permettre de dormir sans se gratter. Donc par exemple, le R14 qui est très bien à ce niveau-là. Pour le zona, on aura une fièvre modérée, une sensation de brûlure au niveau des zones atteintes, donc les vésicules remplies de liquide. Souvent, il y a un ou plusieurs ganglions satellites. Les vésicules se présentent sous forme de grappes et sont en général localisées sur le thorax, hein, le zona intercostal étant la forme la plus typique. Disposées d'un seul côté du corps, dans le territoire d'un nerf, souvent sur un métamère. Elle s'achève en 2 à 3 jours pour laisser la place à des croûtes, on va changer les croûtes ES, hein, qui tombent environ 10 jours plus tard en laissant une cicatrice blanche qui va disparaître dans le mois qui suit. Voilà. Alors voilà la petite bibliographie. Hein. Donc les spécialités homéopathiques du laboratoire Romo, et puis différentes choses que j'ai essayé de vous faire. Et bien sûr, les liens Internet, hein, médeceineintégrée.com, où je traite de façon in extenso chaque pathologie. Et si vous n'avez pas d'idée, ben, j'essaie de vous en donner. Voilà. Et puis, bien sûr, les petits fascicules du laboratoire Laboméo Suisse avec son site qui est très, très joli et très bien fait. Alors, il y a d'autres complexes qui sont intéressants. Hein. Morbilline, qui classiquement est un remède de la rougeole, hein, mais qui peut être utilisé pour le syndrome pied-main-bouche. Alors, le syndrome pied-main-bouche est une maladie qui est apparue relativement récemment. Je n'en avais pas vu avant une dizaine d'années. Puis là, maintenant, on en voit de plus en plus. Et donc là, il y a une inflammation qui se fait au niveau de l'ORL et des éruptions des mains et des pieds. C'est très curieux. Donc là, vous avez Arome triphyllum, qui est le grand remède de l'inflammation buccale, qui va jusqu'aux fissures des lèvres, avec une très très forte inflammation de la gorge. Belladone, bien sûr, qui va épauler Arome. Mercurius solubilis qui va éviter que ça évolue en angine, hein, et puis Pulsatilla qui est un très grand remède de cicatrisation et de décongestion lymphoïde. Voilà, ça c'est très bien. Syndrome pied-main-bouche R62, morbilin. Borax. Alors borax, très intéressant borax. On peut l'utiliser en soutien de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique. Personnellement, classiquement, c'est un grand remède d'afte.
et de lésions buccales provoquées par les appareils orthodontiques, les prothèses dentaires, les gingivites, hein, et les aftes. Alors, on voit des aftes en particulier chez les enfants suite d'antibiothérapie. Vous avez un aspect de bouche pleine d'aftes. Et puis, bien sûr, chez les patients cancéreux, avec les inflammations après radio ou chimiothérapie, surtout chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, très simple. Hein. Nitrique acide, qui est un grand maître d'inflammation de la peau et des muqueuses sur sécheresse. Arôme triphyllum, grand remède, comme je vous ai dit, de l'inflammation des muqueuses. Et puis borax, remède d'aphthose. Et l'aphthose, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une nécrose cutanée sur une thrombose lymphoïde. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé la thrombose lymphoïde. L'AFT, pour la médecine chinoise, l'AFT, ils disent que c'est une chaleur sur l'estomac. C'est la manifestation au niveau de la bouche d'une chaleur sur l'estomac. Sachant que l'estomac, c'est toute la circulation non seulement alimentaire, mais également lymphoïde et immunitaire. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, bouche pleine d'AFT chez un enfant après un antibiotique, l'antibiotique a complètement engorger le système lymphoïde, donc on n'est pas étonné. Voilà, j'espère qu'on a soulevé quelques questions et puis qu'on vous a donné quelques réponses. Donc, je pense qu'on peut essayer de traiter vos questions. Oui, alors je vais vous poser les questions qui ont été posées. Alors déjà, la première de Carole, elle demande qu'est-ce qui serait possible de donner concernant les problèmes de rosacée et deuxièmement, une pathologie rare qui s'appelle kératose lichénoïde chronique. Alors ça, c'est deux pathologies rares et graves. Enfin, rares. La rosacée, c'est pas très, très rare. Hein. On en voit quand même beaucoup. J'ai jamais rien lu d'intelligent sur la rosacée. Donc, les allopathes n'ont rien. Enfin, bon, ils font des trucs, ils mettent de l'acide, ils mettent des antibiotiques, ils mettent un petit peu tout. Ça marche généralement pas. J'ai fait donc des bilans nutrition santé pour essayer de comprendre quel était le fond inflammatoire ou métabolique. C'est très variable, c'est très, très variable. J'ai pas d'idée. Donc, joker. En tout cas, moi, je fais toujours un BNS. J'essaie de compenser ce qu'il y a derrière, donc de voir les déficiences ou au contraire les inflammations. Et on se rend compte qu'en corrigeant les équilibres de base, très souvent, la maladie est toujours là, mais elle n'évolue plus. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors, pour le lichen plan, c'est aussi un énorme problème. Il y a des lichen plans buccaux, il y a des lichen plans cutanés, il y a des lichen plans au niveau des cheveux, du cuir chevelu d'ailleurs, et il y a des lichen plans vaginaux. Et au niveau vaginal, c'est extrêmement embêtant parce que ça crée une rétraction vaginale qui supprime les rapports sexuels. Donc là aussi, les allopathes proposent une crème à la cortisone. Mais là aussi, on n'a pas d'idée. Hein. Il n'y a pas de modification très nette des anticorps. Il n'y a pas, c'est une espèce de fibrose non systématisée qui apparaît parfois. On le voit, par exemple, les lichen plans apparaissent plus fréquemment après des infections chroniques avec l'hépatite C. Ça, on le sait, c'est assez typique. Mais là aussi, les allopathes n'ont pas trop d'idées. Et moi, je dois dire que je n'ai pas trop d'idées non plus. Donc, même technique, je fais un BNS, je corrige tout ce que je peux corriger, et puis généralement, ça les stabilise pas trop mal. Alors, quand même, dans tous ces problèmes, traitez le foie. Hein, Épagalène 7, ça c'est indispensable, ça fait toujours du bien. En sachant que le foie, la peau, elle est quand même grasse, hein, donc c'est le foie qui a un rôle de protection tout à fait intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est toujours pareil. Regardez les grands émonctoires. Qu'est-ce qui se passe au niveau du poumon? Est-ce que le sujet est fumeur? Est-ce qu'il a des pathologies pulmonaires? Est-ce qu'il a des pathologies digestives?
Est-ce qu'il a des pathologies hépatiques? Est-ce qu'il a des pathologies rénales? Il faut se dire que la peau, c'est un émonctoire accessoire qui se manifeste quand les 4 autres grands ne vont pas. Vous voyez, on revient sur des fondamentaux. Alors ensuite, on a une question de Sony qui demande qu'en est-il de la dermatite séboréique? Alors, la dermatite séborrhéique, c'est un peu la même chose, hein, c'est au niveau du visage, ça reste aussi très mystérieux, hein, donc pas d'idée. Pas de traitement systématique, correction des émonctoires principaux et ça va mieux. Donc, vous avez quatre, c'est ce qu'on a mis en introduction, hein, vous avez les 4 grands complexes de drainage et puis vous voyez ce que ça donne. Mais les allopathes n'ont pas mieux, hein. Alors d'ailleurs, c'était très intéressant, je suis tombé sur un article de la revue française de dermatologie qui était un article de réflexion sur les dermatoses chroniques. Et il disait, objectivement, les 2 tiers des dermatoses chroniques sont sous-tendus par des problèmes psycho-émotionnels. Voilà. Alors je me suis dit, c'est formidable, les dermatologues vont s'intéresser au psycho-émotionnel. Ben, pas du tout. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont renoncé à guérir les 2 tiers des patients, quoi, ce qui est quand même dommage. Alors merci. Ensuite, pour traiter de Noélie qui demande pour traiter une dermatite Herpétique, oui. herpétiforme liée à une cœliakie, suffit-il de traiter l'intestin ou bien Lié à est-ce que vous une... pensez qu'il faut ajouter un remède de la peau, idem qu'une dermatite? Attendez. Oui. Alors, vous me redites ça doucement, s'il vous plaît. Alors, pour traiter une dermatite herpétiforme Oui. liée à une cœliakie, est-ce que À vous une pensez qu'il suffit... cœliakie, oui. Cœliakie, ouais, là, ouais. Oui. Voilà, ça c'est moi. Suffit-il de traiter l'intestin ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter un remède de peau comme pour une dermatite atopique? Oui. Alors, la cœliakie, donc c'est l'intolérance au gluten, mais qui n'est pas acquise. C'est une intolérance qui apparaît dans les toutes premières années de la peau. Et en fait, cette dermite herpétiforme est la manifestation cutanée de l'inflammation intestinale. Donc évidemment, il va falloir supprimer le gluten, c'est fondamental. Et puis il faut bien se dire que toute cette inflammation digestive va se retrouver au niveau du foie. Donc épagalène systématique, hein. Et puis après, moi personnellement, à partir du moment où il y a une atopie ou une cœliakie, je demande des tests ImmuPro pour voir les principaux aliments parce que généralement, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Et je fais une éviction d'au moins plusieurs années et je corrige également les autres émonctoires. Ça reste, si vous voulez, le problème de la peau. Ce que je voudrais que vous gardiez en tête de ce séminaire, c'est que la peau, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, hein. Donc, il y a des remèdes assez spécifiques de la peau, mais vous arriverez à comprendre et à traiter un problème de peau quand vous aurez traité les causes qui sont des causes organiques profondes. Voilà. Ok. Ensuite, Edouard demande quel médicament est-ce que vous utiliseriez dans la stase de sang avec une langue de couleur bleuâtre? Ah oui. Euh, alors là, une langue bleu violacée, enfin violacée, hein, ça c'est des phénomènes relativement graves, hein. Donc, je ferai un diagnostic médical, hein. Parce que là, il y a toujours une pathologie vasculaire grave. Ça peut décompenser très vite, hein. Donc là, on sort du domaine de la peau, on n'est même plus sur le domaine des muqueuses. La langue, c'est le scanner du naturopathe, hein. Et donc, langue violacée, noirâtre, c'est urgence, hein, avec risque vital. Donc, je ne veux pas m'avancer, vous voyez.
Ok, ensuite pour le prurite et les champignons, qu'est-ce que vous conseillez comme remède? Alors ça, c'est deux choses différentes. Alors, le prurite, c'est le grand symptôme cutané, hein. Ce prurite, d'abord, il faut éliminer la présence d'un acarien. Ensuite, il faut se dire que les causes de prurite sont très nombreuses, mais actuellement, on voit beaucoup de prurites qui sont en fait des manifestations de l'intolérance alimentaire. Et ce qui favorise le prurite, en particulier chez les gens âgés, c'est les carences martiales. Donc, ils sont carencés en fer. Donc, qui dit carencé en fer, dit que le foie ne va pas bien, hein, et que l'alimentation est probablement pas bonne. Donc, on va explorer bien sûr la présence d'un acarien. Et puis, il y a ce qu'on appelle la gale des gens propres, hein, ça se voit de plus en plus. Alors, vous y pensez quand il y a plusieurs personnes atteintes dans la même famille. Ça, c'est facile. Et puis, pour ce qui est des intolérances alimentaires, généralement, il n'y a pas que le prurite, il y a d'autres symptômes. Il y a des douleurs tendinomusculaires, il y a des troubles digestifs, il y a en général un fond de fatigue et de dépression, etc. Et puis, comme je vous dis, c'est le foie qui est à la sortie du tube digestif, donc le foie ne va pas terriblement bien aussi. Au niveau de la langue, on aura aussi des symptômes, on aura des langues géographiques, des enduits jaunes, etc. Ok, Alors, merci. Et puis, oui, la deuxième partie, il y avait une deuxième partie à d'abord. la question. Le prurite, et puis, il y avait une deuxième partie à la Mais question. j'ai perdu la question. Alors, Alors, sur mon site, il y a un chapitre qui c'était, s'appelle le prurite, hein, vous oui, verrez. c'était les champignons. Ah, les champignons. Alors, les mycoses. Alors, les mycoses cutanées, c'est relativement simple, c'est pas très grave. Alors, en gros, il y a deux grands types de mycoses cutanées. Il y a les mycoses des plis qui sont généralement des candidoses et les mycoses des zones glabres qui sont généralement des trichophytoses, hein. Alors, la seule chose qui est vraiment ennuyeuse, bon, ça se traite relativement facilement avec des topiques à base de pétrole, hein, ou à base de sélénium. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est les mycoses des ongles. Mycoses des ongles, très ennuyeux, très résistant, parce que sous l'ongle, autour de l'ongle, le champignon va se loger. Ça va être très dur de le déloger. Alors, classiquement, les dermatologues donnent un produit qui tue le champignon de façon très efficace, mais c'est comme pour le Roaccutane, il tue le foie au passage quand même. Donc ça, c'est ennuyeux. Voilà, donc personnellement, j'utilise pour ce qui est des les dermatoses, les dermites des ongles, les mycoses des ongles, je mets de l'alcool iodé. Et puis, il y a certaines essences qui sont réputées comme mycostatiques et vous pouvez en essayer certaines. Autre question? Ok, alors une dernière question. Alors, il y a aussi, c'est une personne qui pose deux questions. Une alopécie sur un petit endroit, est-ce qu'elle peut être rattrapée? Et puis Pardon, des une démangeaisons sur alopécie? le cuir chevelu. Attendez. Oui, alors d'abord, l'alopécie sur un petit endroit, est-ce qu'elle peut être rattrapée? Oui, alors c'est pareil, l'alopécie, donc je vous ai dit, on en a parlé du cheveu, c'est un problème de rein, hein, c'est un problème de sécheresse au niveau du rein. Donc il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, hein. Qu'est-ce qui a pu perturber le fonctionnement du rein, est-ce qu'il y a un prurite ou pas, est-ce qu'il y a des croûtes ou pas, hein, en sachant qu'il y a aussi des pertes de cheveux psychogènes, par exemple chez l'adolescent, chez certains patients psychiatriques, on les voit, ils tournicotent leurs cheveux et ils les mangent, hein. Ça donne même une lésion qui est tout à fait typique, qui s'appelle le basoir, qui est une boule de cheveux qui grossit dans l'estomac. Très curieux quand même. Oui, a priori, ça peut être attrapé, mais il faut essayer de comprendre, toujours pareil, quel est le mécanisme. Alors, il faut savoir que la plupart du... Alors, la technique la plus simple, si vous voulez agir mécaniquement, c'est de faire saigner.
Hein, les Chinois, ils prennent une aiguille sèche et puis tac, 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 ils font saigner. Le fait de faire saigner, ça limite la stagnation et la chaleur et ça favorise la repousse du cheveu. La deuxième partie de la question. C'était les démangeaisons sur le port du cuir chevelu, que faire? Alors, les démangeaisons du cuir chevelu, c'est comme toutes les démangeaisons, mais là, il y a un type de démangeaison qui est très particulier, c'est les démangeaisons par excès de cholestérol. Les gens qui ont beaucoup de cholestérol ont des démangeaisons du cuir chevelu et en particulier, ils décrivent ça comme s'il y avait des fourmis qui passaient sous la tête. Bon, là, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont une hypercholestérolémie, généralement inflammation rénale, problèmes métaboliques hépatiques, diabète, etc. Oui, je reste très médical. Le problème, en fait, en médecine naturelle, comme en médecine d'ailleurs en général, c'est jamais vraiment la thérapeutique. On a des remèdes qui marchent très bien. Le problème, c'est la précision du diagnostic. Alors, la peau, c'est difficile parce que les dermatologues sont très forts pour, pour faire des diagnostics sophistiqués, mais en gros, on peut dire, en simplifiant, qu'ils ont deux remèdes qu'ils utilisent assez systématiquement, c'est l'antibiotique et la cortisone, associés ou non. Et donc, c'est à nous de reprendre le cas et puis d'essayer de comprendre quelle est la dysfonction sous-jacente et puis de faire un traitement organique spécifique. Voilà. Donc, il faut se gratter un peu la tête pour réfléchir et trouver des solutions adaptées. Ben voilà, là, on est arrivé au bout des questions. En tout cas, merci, un grand merci à vous, Jean-Yves Henry, pour ce webinaire, parce que ça a été vraiment passionnant, toutes ces informations que vous nous avez données. Et puis aussi, un grand merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce webinaire avec nous ce soir. Alors, vous pouvez déjà noter que le prochain webinaire aura lieu le mercredi 15 février. Et ce sera le thème des problèmes métaboliques. Donc, on parlera du cholestérol, du diabète, de la thyroïde, etc. Et puis aussi, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui va vous être envoyé tout à l'heure. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous, une bonne fin d'année. Et puis, le petit mot de la fin pour vous. Eh bien, joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous avez été sages et que le Père Noël sera généreux. Au revoir. Merci.